qui tourne autour de ce bassin, c'est fini. Au coin, quelqu'un me dit, ça a été violent ici au commencement, la police a enlevé un drapeau noir. Cet incident passe inaperçu dans le perpétuel mouvement du peuple. Je n'oublierai jamais ce qui fut le plus beau de la journée, la descente du faubourg Antoine. Le soir descendait, la nuit tombait. Tout ignorant que nous soyons de l'histoire des révolutions passées, qui sont le commencement de la prochaine révolution sociale, nous connaissons tous la gloire de la légende et d'histoire du vieux faubourg. Nous marchions sur les pavés dans cette gloire. Rien ne distinguait plus le cortège et les spectateurs. Le peuple descendait dans la foule et se nourrissait d'elle. On rechanta la vieille Marseillaise, récemment disqualifiée auprès des socialistes révolutionnaires par la faveur des bandits nationalistes. Tout le faubourg descendait dans la nuit en une poussée formidable, sans haine. Mais pourquoi, Jacques Dariulla, avez-vous tenu à commencer une émission sur la représentation par ce texte de Péguy, extrait du Triomphe de la République? En premier lieu, parce que c'est un texte magnifique sur une des premières grandes manifestations de la République française. Il s'agissait de fêter l'inauguration d'une statue magnifique de la République qui se trouve à la Nation, qui a été remplacée, enfin, qui avait été un peu éloignée du centre de Paris, puisqu'on avait choisi la République beaucoup plus classique, qui se trouve aujourd'hui place de la République. Et il y a eu donc une grande manifestation populaire qui fêtait aussi la fin de l'affaire Dreyfus. Et Péguy décrit ça avec une ironie, une bonhomie qui donne toute sa force. Enfin, on s'y croit, quoi. On se sent parmi les manifestants. Et puis, l'autre raison, c'est que nous avons choisi comme sujet de cette émission représenter, le verbe. Et qu'est-ce que c'est qu'une manifestation, sinon une représentation? Représenter, c'est toujours rendre présent ce qui est absent. Le rendre manifeste, hein, et rendre manifeste, c'est manifester. Une manifestation représente quelque chose, et elle représente la volonté générale, elle représente le peuple, elle représente une ferveur qui rassemble tous les manifestants dans une même procession. Le mot est religieux, enfin, défilé, le mot est militaire, difficile de trouver un mot qui aille. Et par conséquent, voilà un superbe exemple de représentation. Et voilà. Ce qui est amusant, je fais juste une parenthèse avant d'en venir au problème, et je le mets au pluriel évidemment, que le fait de représenter implique. C'est intéressant, c'est un souvenir de classe prépa, vous étiez mon professeur, pour mon bonheur, et c'est à vous que je dois comprendre... élève pour mon bonheur. Je vous remercie, mais c'est à vous que je dois comprendre que cette manie philosophique de dire les choses à l'infinitif était une façon de donner du corps au concept, un peu de vie au concept. Il y a plus dans le fait de dire représenter que dans le fait de parler de la représentation. Voilà. Il y a un statisme dans le substantif, ou alors substantiver un verbe ou un infinitif donne un mouvement et plus de vie peut-être à ce dont on parle. Hein. Comme il y a plus dans l'apparaître que dans l'apparence, on est bien d'accord. Il y a plus dans l'apparaître que dans l'apparence. L'apparence est toujours un peu louche, un faux semblant, tandis que l'apparaître a une jeunesse. Et il y a donc plus dans le représenter que dans la représentation. Voilà. C'est d'autant plus paradoxal qu'on va voir... On fait de l'allemand, au fond. Mais justement, qu'on va voir des représentations du représenté, Jacques Dariulla, puisque c'est... Exactement. Des modalités du représenté, les différentes formes de l'acte de représenter, de rendre manifeste le latent. Alors, première manifestation, première représentation du représenté, c'est une manifestation contre le projet de réforme des retraites le 20 octobre 2010 devant le Sénat à Paris. Et avec ce personnage devenu fameux, Jean-Baptiste Rédé, autrement appelé Voltuan. Absolument. C'est son nom de poète, bien connu désormais grâce à cette fameuse pancarte où il propose, où il impose à ceux qui le regardent, et donc à ceux qui le représentent également, d'écouter la colère du peuple. Oui. Alors effectivement, c'est le 20 octobre, c'est un peu la fin des... Enfin, c'est pas la fin, mais c'est le moment où les choses se gâtent. Ils sont venus devant le Sénat pour essayer de se faire entendre.
Hein, écoutez, écoutez-nous. Mais les drapeaux déjà sont en berne. Hein, Alors oui, c'est une fin de manif un peu. Et alors, je suis frappé comment les photographes ont l'art de photographier non pas le réel, mais des images qui préexistent au réel. Et il y a de nombreux exemples. Alors, là, je pense simplement à ces fumées fumigènes qui m'évoquent, moi, la fumée d'après la bataille, de laquelle émerge la liberté guidant le peuple de Delacroix, icône de la République française, qui était sur tous les billets de 100 francs autrefois. L'avant-garde révolutionnaire paraît au milieu de la poudre de canon. Autre chose qui m'avait frappé aussi dans ce même ordre d'idée, on va parler de cette photo, lors de ces manifestations, comme de beaucoup de manifestations, tous les photographes saisissent une jeune fille juchée sur les épaules de son ami, chantant, alors c'est plus l'international aujourd'hui, mais chantant un chant offensif ou criant des slogans hostiles au gouvernement et brandissant le poing. Et cette jeune fille qu'on voit sur toutes les photos, pour toutes les manifestations, je pense que c'est Marianne, c'est la République de Rude, la Marseillaise de Rude, qui apparaît comme une sorte de Madone au-dessus des armées révolutionnaires, ou bien c'est l'idée même de Marianne, oui, l'âme de la Révolution. Mais est-ce que ce monsieur, Jean-Baptiste Rédé, donc, qui ne se cache pas, dont on peut dire le nom, ça n'est pas un mystère, il est devenu célèbre depuis ces manifestations, et depuis cette photo fameuse qui a fait le tour du monde, est-ce que c'est Marianne? Sommes-nous là? Eh bien non, justement. Alors voilà. Voilà, la liberté est peut-être absente. Elle manque ici. Autant l'image de Marianne entonnant un chant révolutionnaire, le poing levé, est exaltante, autant ici on a l'impression que c'est ce qu'on appelle une dislocation. Le mot est terrible. Disloquer, c'est un corps qu'on démembre. C'est le mot de Peggy. C'est décrit la manifestation qui se disloque juste après le passage que nous avons lu. Oui. Et donc c'est le corps public, le corps du peuple se fragmente et on est à ce moment effectivement ça n'est pas la liberté triomphante, c'est plutôt un mouvement qui est en train de se défaire avec ce que ça peut avoir de pathétique. Et puis cet homme qui s'appelle Jean-Baptiste, effectivement c'est merveilleux, il s'appelle Jean-Baptiste, il annonce la venue du Messie qui tarde, il annonce toujours la grande révolution. Et là, il est le dernier, il est bien connu des photographes, il est dans toutes les manifs. Et il compose lui-même ses panneaux. Venez me montrer. Voilà, il compose lui-même ses panneaux qu'il peint très soigneusement. Et il est toujours seul. C'est-à-dire que ce panneau est exactement le contraire de la grande banderole signée du sigle d'un syndicat et tenue par 30 manifestants marchant en ligne. Là, c'est un espèce de Don Quichotte, un chevalier à la triste figure, seul. D'ailleurs, personne ne le regarde, il n'intéresse personne. Les drapeaux, effectivement, sont en berne, les confettis de la fête sont par terre. On commence à sentir que personne n'écoute le peuple. Il y a peu de temps auparavant, je crois que le président de la République avait dit que quand il y a une manifestation en France, personne ne s'en aperçoit. Quand il y a une grève, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. Eh bien, voilà, ça les attriste. Et il ne reste plus que ce grand... Je voudrais dire encore une chose. Écoutez la colère du peuple, la formule est assez belle. Seul le mot colère est en rouge, couleur du drapeau rouge et de la Révolution. Et la colère ici, je pense, elle est biblique. Écoutez, c'est la colère de Dieu, du Dieu jaloux. Le gouvernement se voue au veau d'or. Et Moïse revient avec les tables de la loi et rappelle la colère du peuple qui va tomber et châtier un gouvernement futile et oublieux du peuple. Alors on va faire taire, si j'ose dire, ceux qui réclament d'écouter la colère du peuple. Voilà. Et nous passons, du coup, à sa métamorphose, si j'ose dire. Une métamorphose en forme de secret, en définitive, puisqu'après que le collectif se disloque, il reste l'individu. Et nous sommes ici, puisque le temps ne compte pas, en 1500, face à un autoportrait en manteau de fourrure de Dürer, qui a 29 ans. À l'époque du portrait, ça n'est pas la taille réelle. Le portrait en taille réelle, on le verra tout à l'heure. Il est beaucoup plus petit. Mais vous avez tenu à ce qu'après l'image de la manifestation et de Jean-Baptiste Rédé, donc brandissant son panneau, nous ayons sous les yeux ce Christ d'un ordre nouveau, qui est Dürer. Pourquoi? D'abord, je pense que je connais peu d'images aussi impressionnantes. C'est vraiment un tableau tout à fait extraordinaire. Alors, vous l'avez dit vous-même, ce qui est absent, nous avons ouvert notre réflexion sur ce point, c'est la volonté générale, c'est la personne morale du peuple rassemblé.
Et lorsque le peuple se décompose, bien que c'est prendre un peu les choses à l'envers, puisque nous sommes ici en 1500, bien avant les manifestations. On est donc 510 ans avant la première image. Voilà. Et pourtant, c'est en un sens l'image de ce qu'il reste une fois qu'une manifestation s'est disloquée. Oui et non. Disons que c'est plutôt la naissance de l'individu. Il faudrait mettre un I majuscule ici. C'est-à-dire du sentiment que chacun a d'être une personne unique. Par son talent, et dans le cas de Dürer, et comme le disaient déjà hier les peintres de la Renaissance, par son génie. Et au Moyen-Âge, chaque homme s'appelait Messire chacun. Et tous les hommes étant créatures de Dieu, tenaient leur valeur de cette dépendance à leur créateur plutôt que de leur différence propre. Ici, Dürer se voit comme un individu unique. Et c'est pratiquement une des premières fois qu'on voit apparaître l'idée de l'individu. C'est tout à fait bouleversant. À quel détail de cette image faites-vous allusion quand vous voyez dans ce tableau la représentation de l'apparition de l'idée d'individu? Qu'est-ce qui vous frappe ici? Écoutez, ce qui est immédiatement frappant, c'est la transfiguration de l'apparence de Dürer, du peintre. Il s'agit d'un autoportrait, c'est très important, de l'apparence de Dürer en Christ. Il est en train de devenir Christ, à tel point qu'on peut se demander si ce tableau n'est pas un blasphème. Je pense que non. Luther, lorsqu'il proteste devant la Diète de Worms, c'est-à-dire devant les hommes les plus puissants du monde, et qu'il refuse de s'incliner, dit « Je ne peux pas me renier parce que ce serait bafouer Christ en moi ». Le sentiment qui est lié d'ailleurs à la Réforme, au protestantisme, on est là avant Luther. Luther, ça commence à 1517, mais on est dans le climat de l'après-Réforme où la personne morale prend conscience de la dignité sacrée de son autonomie, et en ce sens qu'elle est vraiment à l'image du Christ. On rapporte souvent ce tableau, c'est un thème qu'on trouve souvent dans les histoires de l'art, de l'ouvrage de piété, l'imitation de Jésus-Christ, autour de 1400, qui a beaucoup influencé l'art religieux au XVe siècle. C'est un ouvrage d'humilité et même qui vante un christianisme un peu doloriste, qui était lié à des images de piété, du Christ en croix, du Christ sanglant, du Christ portant la croix. Il y a une forme de dolorisme flagellé. Ici dans le geste de la main, le geste anxieux de la main. Dolorisme, vous dites? De douleur en tout cas. Pourquoi donc? Parce que c'est la douleur qu'on retient, c'est la douleur qu'on comprime, c'est presque le geste d'une main posée sur le cœur, d'un cœur souffrant. Est-ce que j'ai raison de dire ça? Peut-être, mais je vois les choses différemment. Il me semble plutôt que c'est Salvator Mundi, le sauveur du monde, et qu'il esquisse, ce qui est vraiment alors, tout à fait blasphématoire, mais l'homme est digne de Dieu. Moi, cette main, je lui donne deux sens. Elle esquisse le geste de bénir, ce qui est exactement la pose frontale, la gravité du regard, enfin... Cette frontalité est extraordinaire, d'autant plus que quand vous faites un autoportrait, en général, vous avez le miroir ici, donc vous avez le tableau, et vous tournez, et vous avez des espèces de trois quarts. Il ne peut pas se voir comme ça dans le miroir, ou alors il faut qu'il abandonne le chevalet, qu'il abandonne le pinceau, et qu'il pose face au mystère qu'il est pour lui-même dans le miroir. Et je pense que cette main, c'est la main du Salvator Mundi bénissant, donc du sauveur du monde, mais c'est aussi la main du peintre. Il y a des dessins, les dessins de Dürer sont des merveilles, c'est un immense peintre. Bon. Des études de Dürer pour les mains, des mains croisées, des mains en prière, les plus belles sont peut-être l'étude des deux mains jointes en prière, et ces longs doigts, ce sont des doigts qui savent manier comme une baguette magique le pinceau. Et sa dignité, c'est pas seulement qu'il est Christ, qu'il est fils de Dieu, comme le sont tous les hommes, c'est qu'il est peintre. Et alors, il a 28 ans, et il connaît tous les grands de ce monde. C'est un grand peintre, et il est fier et digne C'est amusant parce de que son génie. au moment où vous me parliez du Christ de Dürer, Ouais. Karine, qui est chargée de nous faire signe, de nous dire combien de temps il nous reste devant telle ou telle image, prend pour dire qu'il reste 2 minutes une position christique, comme ça. Et puis, une fois que la position christique est prise, pour dire qu'il reste 1 minute, elle devient statue de la liberté. Voilà, exactement. Mais on va passer du Christ, nous, à l'antéchrist, si j'ose dire, voilà. c'est-à-dire au grand autoportrait. Alors là, on est vraiment pleinement dans l'autoportrait. Là, il a 27 ans, il a 2 ans de moins que Dürer, sauf que c'est pas tout à fait Dürer, c'est Chuck Close, Jacques Dariulla. Dans quelle mesure le contraste des deux, voici d'ailleurs le Dürer en taille réelle, du petit Dürer et du géant Chuck Close, le portrait est en taille réelle ici, dans quelle mesure ce contraste est signifiant de l'idée même de représenter précisément. Que représente-t-il ici et en quoi se distingue-t-il, au-delà des différents objectifs, de l'autoportrait de Dürer? Il est évident que
il ne représente pas Christ en moi, ou qu'il ne représente pas cette transfiguration sacrée de l'individu. Nous sommes ici 468 ans après le portrait. Oui, on est en Dürer. 1968. Hein. Ouais. Effectivement, vous l'avez dit, le format est original. Et c'est une peinture à l'acrylique. Il reprend sur une photo. Ce sont des photos qui peuvent paraître banales, comme très souvent d'ailleurs nos photomatons ou les photos que nous faisons en famille ou pour nous-mêmes. C'est aussi un autoportrait, c'est important. Hein. Ce sont 2 autoportraits. Donc il s'agit de, chaque fois pour le peintre... C'est la peinture d'une photo. Voilà, c'est la peinture d'une photo et c'est un autoportrait. Le peintre est en train de se regarder en miroir et dans les 2 tableaux, un homme mesure l'énigme qu'il est pour lui-même. Ici, alors toute la sacralité qui transfigure le tableau de Dürer, qui fait du tableau de Dürer une véritable icône, a disparu. Bon, on peut le profit des poils dans le nez, voilà. Des poils dans le nez, de la mauvaise barbe, de la cigarette, des dents qu'on imagine noires. Voilà. Enfin, voilà. On peut raconter une histoire. Il vient de se lever, il a manifestement pas mal bu la veille, il a du mal à se réveiller. Il se regarde, ce qui est toujours assez sinistre, le matin dans la glace de la salle de bain. Les yeux sont embrumés de sommeil, les cheveux sont décoiffés. C'est un visage qui n'est pas apprêté, c'est une mine défaite. Bon, il va se peigner, il va se mannequiner, pour ainsi dire, pour paraître dans le théâtre de la rue, sur la scène de la rue, mais sur ce portrait, il est, pour ainsi dire, au naturel, ou du moins au lever du lit. Et l'agrandissement, parce que ce qui est étonnant, c'est ce format qui est très très élevé, l'agrandissement de l'image accentue la dissymétrie du visage, les défauts anatomiques, et fait apparaître ce qu'il y a d'étrange, presque de monstrueux dans un visage. Chuck Close a eu tout un parcours, c'est un peintre tout à fait extraordinaire. Il est affligé d'une maladie dont j'ai toujours du mal à dire le nom, qui s'appelle la prosopagnosie. C'est une impossibilité à reconnaître les visages, et spécifiquement le visage humain. On connaît un berger qui était affligé de cette maladie, il pouvait distinguer entre chacun des moutons de son troupeau, et il ne savait pas reconnaître le visage de sa mère. Or, on sent dans cette image... C'est ça qui est intéressant dans l'autoportrait, c'est que vous êtes devant le miroir et vous ne vous reconnaissez plus. C'est un autre qui surgit du fond du miroir et on sent que... Faut-il être malade ou en bonne santé pour faire cette expérience? Je crois qu'il faut être lucide. Voilà. C'est une maladie de la lucidité. Oui, le propre du narcissisme, c'est ne pas voir, justement, ce qui apparaît sur ces extraordinaires agrandissements de Chuck Close. Et donc, c'est presque une trogne plus qu'un visage. Hein. Le visage, d'ailleurs, n'existe que dévisu, enfin, dans la reconnaissance d'un regard. Au fond, ici, donne à voir, il devient quelque chose de très inquiétant. Mais ce qu'il réussit à montrer, c'est peut-être là le tour de force. Il réussit à saisir le spectateur de cette image de la même perplexité qui est la sienne devant son propre visage, en définitive. Nous faisons nous-mêmes l'impression de l'expérience d'une étrangeté, qui est l'expérience que fait aussi Roquentin dans La Nausée, quand il se regarde et qu'il scrute tellement son visage qu'il ne voit plus un visage, mais une carte géologique, Jacques Dariulas. Oui, c'est une sorte d'assomption de la matière, je ne sais pas. En tout cas, c'est la décomposition de l'idée même de visage. On peut dire que ce qui fait que le visage de Dürer tient, et même qu'il se divinise, on peut dire que c'est un homme-dieu, le portrait de Dürer. C'est que précisément, il est soutenu par une âme divine. Vous savez qu'on appelle une âme, dans une statue, la construction de fer qui la fait tenir debout, sa colonne vertébrale. Dürer a une colonne vertébrale. Le contemporain de Chuck Close, il tombe, il s'affaisse, rien ne le fait plus vraiment tenir. Et voilà, c'est une âme qui disparaît, alors il reste une mine. Cette expression étonnante aussi, on parle d'une mine défaite. Mais il reste une mine qui se défait. Qui est le visage inquiétant de notre contemporain. Jacques Dariulas, est-ce que du coup, ce qu'il reste de la mine de Chuck Close, de cette défaite qu'il faut entendre à tous égards, ça n'est pas ceci, tout simplement. Ceci que l'on peut lire alternativement. Oh, écoutez, c'est ce que vous voulez. Hein. Ça pourrait être... certains y verront une toile blanche, mais d'autres pourraient y voir tel Alphonse Allais. Vous savez, la première communion, comment il dit? Première communion de jeune fille chlorotique par un temps de neige. Ou alors une fleur de magnolia. Oui. J'aime bien Première communion. Alors, fleur de magnolia est très poétique.
Alphonse Allais avait fait une exposition de monochrome dont les titres étaient assez drôles. Et il moquait ainsi la pâleur des muses symbolistes de la fin du 19e. Donc tout ça tend vers une sorte de blanc, effectivement. Blanc, temps de neige, et elles sont si pâles, ces jeunes filles chlorotiques, qu'on ne les voit plus. Disparition du sujet dans le blanc. De là à dire que c'est, par exemple, je sais pas moi, le cri d'un albatros ou le portrait censuré de Ben Laden, tiens. Portrait censuré, voilà, c'est une censure. C'est une censure. Alors on appelle la censure le caviardage, c'est-à-dire en général on noircit le texte. Là, nous avions demandé les photos de Ben Laden après son exécution au Pakistan. Ça nous a été scandaleusement refusé. Nous avons été très étonnés. Et donc, nous sommes obligés de montrer aux téléspectateurs cette page blanche. Qui peut être alternativement, je ne sais pas, une mer de lait, un volcan sous la neige. Une mer de lait, c'est appétissant, ça la matérialise. Un volcan sous la neige, ça fait penser que la représentation est toujours, bien qu'on parle ici de la disparition, mais justement, la disparition, c'est encore une représentation. Et le volcan sous la neige me parle dans la mesure où la représentation est d'autant plus présente qu'on sent qu'il y a une menace qui se cache derrière. Peut-être toujours se méfier de l'écran blanc, on ne sait jamais ce qui va... Ça pourrait être aussi un requin blanc sur le point d'ouvrir la gueule, par exemple. Ou une avalanche en haute montagne. Ou une avalanche en haute montagne, ou une cataracte de crème chantilly, ce qui nous rapprocherait alors de la mer de lait et lui donnerait une matérialité sympathique et appétissante. Oui. Et si c'était l'inconscient de Jean-Marie Le Pen, par exemple? Oui. Alors, ça, c'est dans le sens de la vacuité, j'imagine. Je pensais au blanc aussi, une vacuité tempérée par l'obsession de la blancheur, mais c'est peut-être moi qui rêve. Ah, l'obsession de la pureté, oui. Sine macula, sans tache. Oui. On peut aussi l'imaginer comme peuplé de monstres divers, mais nul ne peut faire la radiographie de cet art. Le fait est que devant ce monochrome... tempéré par les imperfections du papier, modulé par le collage extrêmement soigneux de toute notre équipe. Magnifique. Sous magnifique, hein, ce monochrome de papier... monochrome nous sort... C'est un monochrome. C'est un monochrome, voilà. Nous sort littéralement de la perspective de la représentation, oui. De l'idée même de représentation. Est-ce qu'elle nous y invite d'autant plus? Est-ce qu'une toile comme celle-là, une toile de papier, nous y invite d'autant plus? Ou est-ce qu'au contraire, on en sort littéralement, jusqu'à voir ici, je sais pas moi, le visage de Dieu, hein. Est-ce qu'au fond, l'entreprise qui est celle de Dürer, l'entreprise qui est celle de Chuck Close, n'échoue pas devant le fait d'avoir à montrer quelque chose en définitive, et que la représentation est toujours affadie par la nécessité de représenter quelque chose. Et là, nous sommes dans une représentation débarrassée, oui, de toute image. Donc, pas le visage de Dieu, car nous partirions dans les sommités du sublime. Non, c'est simplement, c'est une feuille de papier, un beau papier bien blanc, joli, agréable à caresser, 4 laits verticaux, fort bien collés. Hein, on peut voir, c'est du papier. Et au fond, cette image, c'est pas une image, puisqu'une image est ce qui se constitue uniquement dans la visée d'un regard. Mais le papier, il existe indépendamment de mon regard, ici. Donc je ne parle plus de l'image, je parle enfin de la chose même. Et rapprochez-vous de moi, mettez-vous là. Oui, mettez-vous juste là, qu'on puisse disparaître à un moment ou à un autre dans ce tableau, justement. Et disparaître dans la blancheur, oui. Ouais. Et ce qui est beau, peut-être, c'est que c'est simplement ce que c'est. Je veux dire que nous vivons dans un monde qui est saturé de signification. Tout parle, tout cause, tout nous prêche, tout nous sermonne. Nous aimerions des plages de silence, nous aimerions des murs vides d'images, de slogans sans rien, de même que nous avons besoin en musique de moments de pause. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'une pause dans le domaine de la représentation? C'est le plan de la représentation qui ne représente que le plan de la représentation. Il y a très peu de choses. Lorsque je dis de cet écran, ça peut être un écran de cinéma avant la projection, c'est toujours une image délicieuse. Quand je dis de cet écran qu'il est une feuille de papier, je refuse justement qu'il représente autre chose que sa pure présence, sa pure chair sensible. À la différence des images, la feuille de papier n'est qu'elle-même. Oui. Au-delà de toutes les images dont on a voulu la remplir. Il y a peut-être quelques autres choses. Ça, ce sera le mot de la fin. Allez-y. Il y a peut-être quelques rares choses qui sont aussi simplement elles-mêmes. Pas tellement. L'azur, par exemple.
Pas le nuage qui strie l'azur et qui annonce la pluie ou le beau temps, pas l'oiseau que l'aruspice juge comme un signe annonciateur de l'avenir, mais l'azur pur, la pure lumière, l'élément au sein duquel tout apparaître est possible. La lumière de la Genèse, au fond. Et c'est même pas la lumière de la Genèse, non, c'est du papier, et du papier, c'est beau. Et il est peut-être important, dans la vie, de se rendre compte que les choses, dans leur pure présence matérielle, telles qu'elles sont, sans rien représenter autre qu'elles-mêmes, sont belles. Merci, Jacques. Merci, Raphaël.